là 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 là, qu'est-ce qu'on est content avec Didier, n'est-ce pas Didier, de recevoir Marc Lévy pour la première fois à Saint-Maur-en-Poche. Saint-Maur-en-Poche, c'est quand même un bon festival littéraire, mais à l'atmosphère très détendue, vous verrez Marc. Et on espère qu'à l'issue de cette première visite, vous aurez envie de revenir nous voir. En tout cas, on est bien content aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de présenter Marc Lévy? Non, mais je vais le faire quand même. C'est un auteur qui est quand même traduit en 49 langues, 53 millions d'exemplaires vendus. C'est l'auteur le plus lu dans le monde. Lire un roman de Marc Lévy, c'est voyager, souvent, de l'Angleterre à l'Éthiopie, au Chili, aux États-Unis, en faisant quelques haltes à Paris. Parfois, c'est traverser les époques, les bouleversements des années 40, la frénésie des années 80, la folie d'aujourd'hui, mais avec une constance, toujours des personnages qui nous touchent et des pages qu'on a envie de tourner sans cesse. Oui, alors avant de rentrer dans le détail de vos derniers romans, moi j'avais envie de vous poser une question un peu plus générale. Je me souviens de vous, jeune auteur, invité chez Bernard Pivot, et vous racontez l'histoire de votre premier roman. Et il y avait dans vos yeux l'émerveillement d'un enfant face à ce qu'il se passait dans votre vie. Et je me demande aujourd'hui si vous avez encore le même regard d'enfant. Et comme le premier roman que vous avez écrit, c'était à destination de votre enfant, pour qui écrivez-vous aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux. Écoutez, j'écris pour les enfants qui sont nés après, puisque je suis l'heureux papa d'une petite fille qui a 16 mois depuis hier, et d'un petit garçon qui a 7 ans, et donc d'un grand qui en a maintenant 27, et pour qui j'écrivais si c'était vrai. Donc au lieu d'écrire pour un, maintenant j'écris pour 3. Et quant à l'émerveillement, oui, toujours le même, peut-être encore plus d'ailleurs. Mais sur le plateau de Bernard Pivot, je me souviens qu'il n'y avait pas que de l'émerveillement. J'avais un trac monstrueux et horriblement mal au ventre, tellement j'avais le trac et tellement j'avais peur. Et je peux vous dire que 18 ans après, à chaque fois que je monte sur une scène, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Et à chaque fois que je dois monter devant des caméras de télé, j'ai toujours le même trac. Et le même... comment vous dire ? La même joie et la même excitation quand je me mets à écrire une histoire, et le même émerveillement quand quelqu'un me dit qu'il l'a lu ou qu'elle l'a lu. Mais c'est vrai qu'on se souvient si c'était vrai de sortie, je ne sais pas si vous attendiez un tel succès, ça a été adapté, il y a quand même eu... c'est Spielberg, si je ne me trompe pas. Vous attendiez à ça ou pas? Ou ça a été un peu comme une bombe pour vous avec Moi, je ne m'attendais roman même pas à être publié. Donc, je ne pouvais pas m'attendre encore moins à ce que Spielberg ait envie d'adapter mon roman au cinéma. Mais vous savez, aussi étrange que ça puisse paraître, à chaque fois que je réécris un roman, je pense jamais à la publication, en fait. Je sais que si je vous dis je ne m'attends pas à être publié, ça va vous paraître ridicule et peut-être de la fausse modestie, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que dans toute la démarche et dans tout le processus d'écriture, je pense qu'à l'histoire, je ne pense qu'au personnage, et j'écris chaque roman avec le métier qui rentre, et en même temps avec, dans le domaine de l'imaginaire, la naïveté la jeunesse ou l'enfance ou la naïveté, appelez ça comme vous voulez, d'un premier roman. Pour moi, chaque roman que j'écris est un premier roman, même si, bien sûr, il y a la volonté d'un point de vue littéraire, d'un point de vue écriture, même d'un point de vue narratif, d'avoir appris des erreurs commises dans les précédents romans. En tout cas, vous en avez publié pas mal, quand même 18 romans en 17 ans de carrière. Et on salue en tout cas la sortie de la dernière des Stanfield, paru chez Robert Laffont Versilio. Je vous en conseille vraiment la lecture. Alors, pour vous donner envie, point de départ de l'histoire, un homme et une femme qui ne se connaissent pas reçoivent une lettre anonyme accusant leurs mères respectives d'un passé criminel. Et alors là, après, je ne vous raconte pas, vous avez pu le lâcher. Là, vous vous frottez à la saga, qui est quand même un genre un peu particulier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre-là, la saga ? En fait, c'est une façon d'écrire. Enfin, c'est un mode d'écriture que je rêvais d'entreprendre depuis très longtemps. Mais c'est un mode d'écriture assez compliqué à manier, parce qu'en fait, une saga, c'est une série d'histoires plurielles qui se relient pour ne former qu'une seule histoire au singulier. Et donc,
mettre en scène plusieurs personnages sur plusieurs époques et faire comprendre qu'il s'agit d'une seule et même histoire, vous voyez, c'est un travail de couture et je dirais de scénarisation, et en même temps qui est compliqué. Et je crois que jusqu'à l'année dernière, je m'en sentais pas capable. Et en même temps, qu'est-ce qui m'intéressait, c'est justement la longueur du temps. C'est-à-dire que le plus passionnant pour moi dans l'écriture, c'est le rapport qu'on entretient avec les personnages. C'est la façon dont on s'approprie les personnages et dont ces personnages vont entrer dans votre vie. Comme moi, dans ma vie de lecteur, un certain nombre de personnages de romans sont restés dans ma vie de lecteur. Et la saga, sans avoir besoin de trahir au rythme, je dirais, du XXIe siècle, qui veut que les choses avancent vite, parce qu'elle raconte des vies de personnages sur plusieurs générations et sur plusieurs époques, permet au lecteur de revisiter plein de fois son jugement sur la vie d'un personnage. En fait, quand vous racontez une histoire qui se passe en 8 jours, même si le personnage fait des références à son propre passé, on change finalement peu en 8 jours. Même dans des romans où les personnages ordinaires sont confrontés à des situations extraordinaires qui vont les changer. Ils vont les changer d'un bloc, mais ils ne vont pas. Vous voyez, on ne va pas voir le changement s'opérer peu à peu. Alors que quand on lit une saga ou quand on regarde une saga, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut voir qui était tel personnage à 20 ans, qui il était à 30, à 40, à 50, comment. Moi, je trouve ça magnifique quand je rencontre une femme qui a ou un homme qui a 50 ans, d'essayer de deviner quel enfant il était. Et je trouve que humainement, c'est voilà, dans le parcours de vie, je trouve ça passionnant, humainement. Et donc la saga permet ça, c'est-à-dire que la saga permet de s'attacher à des personnages et de mieux les comprendre parce qu'on comprend le parcours de vie qu'ils ont eu. Alors justement, la saga, c'était un style qui était fort en vogue au XIXe siècle en France, qui a un peu disparu aujourd'hui, mais qui est un style très anglo-saxon. Vous avez vous-même vécu à Londres, vous vivez à New York, je pense. Quelle relation entretenez-vous avec la littérature anglo-saxonne et quel rôle ces villes ont-elles joué dans votre manière d'écrire, dans votre approche de la littérature ? Mais vous savez, à l'époque où j'entrais en lecture, la France littéraire vibrait au timbre du nouveau roman. Et sans porter aucun jugement critique sur le nouveau roman, le nouveau roman était une littérature... Enfin, Rob J.S., c'est quand même une littérature très difficile d'accès pour le jeune lecteur. Et j'ai eu la chance de découvrir à 13-14 ans des auteurs anglo-saxons qui reprenaient la tradition des auteurs français du 19e, des feuilletonistes, qu'étaient Hugo, Balzac, pour ne citer qu'eux, où le métier du romancier était d'une part de raconter une histoire et d'autre part de fabriquer dans la tête du lecteur des images avec des mots, et ce bien avant que le cinéma n'existe. Moi, il y a une chose qui m'a toujours fait très plaisir, c'est qu'après l'écriture de mon premier roman, et si c'était vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « vous avez une écriture très cinématographique ». Et en fait, c'est pas vrai du tout, parce que le cinéma a des contraintes d'écriture qui sont diamétralement opposées à celles du roman. Mais ce que les gens voulaient dire, c'est que vous avez une écriture visuelle. Et cette écriture visuelle, c'est toute l'écriture des romanciers du 19e et des romanciers anglo-saxons qui m'ont énormément influencé. Et justement, pour rebondir sur ce que dit Didier, avec cette influence un peu anglo-saxonne, moi je trouve qu'on vous sent assez à l'aise avec l'enquête, même un petit côté thriller là, dans votre dernière publication, un peu comme dans une bonne série américaine, il y a vraiment des rebondissements et on est tenu en haleine. Est-ce qu'avec l'expérience, vous vous laissez un peu plus de liberté et dès que vous commencez à écrire, est-ce que vous savez où vous allez ou est-ce que vous vous laissez un peu plus porter par vos personnages par rapport à vos débuts d'auteur ? Est-ce que vous démarrez avec une structure bien en tête non, ou je sais vous pas laissez du un tout. peu porter ? Non, ça fait 10 ans que je fais plus de plans. Et en fait, ce sont les personnages qui m'embarquent dans leur histoire. Bien sûr que j'ai quand même une idée de l'endroit où je veux aller, mais comment vous dire, c'est un peu comme prendre la mer.
C'est-à-dire que vous montez vous montez sur votre barcasse, vous avez une idée de l'endroit où vous voulez aller, mais vous ne savez absolument pas comment les vents et comment la mer va vous y amener, et ni d'ailleurs l'endroit exact où vous finirez par échouer. Alors quand j'ai attaqué un roman comme La dernière des Stanfield, je savais deux choses. Qui étaient mes personnages, parce que j'avais passé beaucoup de temps avec eux avant de me mettre à écrire, même si j'ai découvert beaucoup plus de choses sur eux que je ne croyais en connaître avant de commencer le roman. Je connaissais les thèmes dont j'avais envie de parler. J'avais envie que ce roman mette en avant des femmes qui, chacune à leur époque, se sont battues pour avoir le droit de vivre comme des hommes. Ce qui n'a rien à voir avec le combat féministe ou avec simplement des femmes qui ont, entre guillemets, regardé la société masculine en disant « mais moi j'en ai rien à faire de vos dictats, j'ai décidé de vivre comme ça et je vais vivre comme ça et vous ne me mettrez pas en prison pour autant. Donc si ça vous dérange, tant pis pour vous, mais pas tant pis pour moi. » Donc des femmes assez fortes dans leur conviction d'avoir le droit de vivre comme elles avaient envie de vivre, sans se laisser impressionner par le jugement des hommes. Ça, c'était une envie très forte. Et la deuxième chose, c'est que j'avais envie de parler, non pas des secrets de famille, mais de tout ce qu'on ne se dit pas dans le cercle familial. Et de ce rapport très étrange qui fait que pour beaucoup d'entre nous, il y a une pudeur et une gêne à essayer de savoir qui étaient nos parents avant de devenir nos parents. Voilà, ça c'était les deux thèmes. Après, il y a eu une idée qui était l'idée qui est le pitch du roman, c'est-à-dire l'idée qu'un homme et une femme qui ne se connaissent pas et qui vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre reçoivent un jour chacun une lettre anonyme accusant leur mère respective d'avoir commis un crime 35 ans plus tôt. Et que cet homme et cette femme, en partant à la recherche de la vérité, d'abord de la vérité sur cette information, s'aperçoivent que ni l'un ni l'autre ne connaissaient leur mère, telle que la mère qu'ils ont connue n'avait rien à voir avec les femmes que leurs deux mères étaient quand elles avaient 35 ans. Et de tout ce que ça va leur apporter à eux, c'est-à-dire que, vous voyez, quand Eleanor Rigby prend conscience des transgressions de sa propre mère, ça va lui ouvrir un champ des libertés et des possibles qu'elle ne soupçonnait pas. Voilà, ça c'était les thèmes. Comment l'enquête allait se dérouler. À 60 pages de la fin, je ne savais toujours pas qui était le corbeau, parce qu'il y en avait 4 possibles. Donc voilà. Alors, vous bénéficiez d'un succès populaire gigantesque. On a eu 53 millions de livres, c'est quand même extraordinaire. Il y a quand même un élément qui, moi, personnellement, me turlupine, c'est qu'au-delà du succès populaire, de la reconnaissance populaire, il y a une certaine forme de critique, pas toujours louable, qui demeure un peu en austérité à votre égard. Et j'en sais demander, en fait, si par rapport à ça, parce qu'on sait que vous êtes passionné et que vous aimez Romain Gary, si vous n'avez jamais eu l'idée de créer votre Émile Ajar pour les prendre par les chemins de traverse et les prendre à leur propre jeu. Oui et non. C'est-à-dire, oui, mais pas pour ça. Parce que je trouve que ce serait un péché d'ego. Vous voyez, moi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la critique, même très méchante, m'a beaucoup apporté. J'ai la conviction que ce métier est un métier merveilleux à condition de le faire avec beaucoup d'humilité. C'est un métier, le métier d'écrivain, c'est un métier où tout est possible. Et quand je dis où tout est possible, ça veut dire où Jules Verne pouvait écrire de la Terre à la Lune, à une époque où imaginer qu'un homme aille poser le pied sur la Lune était absolument, vous voyez, une absurdité. Le livre de poche, puisqu'on est au Salon du Poche, qui est sorti cette année, c'est un roman que j'ai écrit il y a 2 ans, qui s'appelle L'horizon à l'envers. Et c'est un roman qui n'est pas un roman d'anticipation, mais c'est un roman dont l'idée m'a été inspirée parce que nous sommes très nombreux à être touchés par des gens plus ou moins proches de nous qui perdent la mémoire en vieillissant. Et qui, en perdant la mémoire en vieillissant, perdent aussi l'histoire de leur vie. Et donc perdent une partie de leur vie. Et donc l'idée m'est venue
un peu à la Jules Verne, de me dire, et si un jour on était capable de transférer la conscience et la mémoire d'un être humain dans une machine? Et je sais que quand j'ai écrit ce roman, je me suis dit comment raconter cette histoire sans que ça soit justement un roman de science-fiction et que ça reste un roman profondément humain. Alors vous voyez, c'est assez rigolo parce que donc je l'ai écrit. Je ne me suis pas posé évidemment toutes les questions qu'un vrai neurologue, puisque c'est un roman. Et j'ai appelé le projet Neuralink et j'ai imaginé ça. Et la semaine dernière, j'ai vu dans un article que l'homme qui a fondé Tesla, vous savez, les voitures électriques, vient de fonder une entreprise qui s'appelle Neuralink, qu'il a dotée de 1 milliard de dollars et qui a pour but de trouver, dans les 10 ans à venir, les prémices du transfert de la conscience et de la mémoire vers des stockages informatiques, et notamment dans le but de pouvoir espérer qu'on puisse réinjecter à des gens atteints de maladies dégénératives du cerveau toute une partie de leur mémoire oubliée. Bon, je referme la parenthèse. Donc l'écriture, c'est le monde de tous les possibles. Mais je trouve que la condition primordiale, c'est de regarder ce qu'on écrit et de ne pas se regarder écrire. Et de se dire que le plus grand écrivain du monde reste tout petit dans les bras de l'infirmière qu'il soigne quand il est malade. Et donc la critique, elle fait partie de l'écriture. Et quand elle est très méchante, et ben finalement, vous savez, c'est comme, je dirais, vous savez, c'est comme ces pères qui vous aiment et qui ne vous feront jamais de compliments parce que c'est une façon d'avancer. Ça fait partie de la vie. Et puis bon, si je devais un jour faire changer d'avis une critique qui m'a toujours, entre guillemets, détesté, je ressentirais plus de satisfaction à le faire à force de travail que par la duperie d'un changement de nom. Et vous voyez, je me suis pincé, mais c'est pour la première fois de ma vie en 18 ans. Je suis dans la sélection des romans que le Nouvel Observateur a conseillé de lire pendant l'été. Et ça, il y a encore 2-3 ans, vous m'auriez dit que c'était possible. Et je vous aurais dit que c'était un poisson d'avril. Donc vous voyez, voilà. Mais je trouve que c'est plus humble de le faire à force de travail que par un effet de... Mais écrire sous un autre nom, ce qui est intéressant, c'est de le faire pour sortir de ses propres codes. Vous voyez, je ne sais plus combien de temps on a, je ne veux pas être trop long, mais... Beaucoup, mais on vous écoute, Marc. Mais tout à l'heure, quand vous parliez de la dernière des Stanfield, dans les libertés d'écriture, ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de sortir des codes. C'est-à-dire que je sais que les lecteurs, et beaucoup de libraires me le disent, les lecteurs ont besoin de savoir, vous voyez, un polar, on sait que c'est un polar, un thriller, c'est un thriller, un roman d'amour, c'est un roman d'amour. Et pourquoi ça ne peut pas être tout ça en même temps ? Oui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écrire un roman qui soit une saga dans lequel il y ait une histoire d'amour et dans lequel il y ait le rythme d'un thriller ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fatalité à ce que tous les inspecteurs de police soient alcooliques ? Et vous voyez, ou qu'ils aient eu eux-mêmes, vous voyez, qu'ils soient eux-mêmes victimes, enfin bref. Voilà. Et je trouve que moi, là où j'ai envie d'aller maintenant, dans les 10 prochaines années, c'est d'écrire des romans où, et ben justement, où le travail, ça consiste à sortir des cases. Quand j'ai écrit L'Horizon à l'envers, c'est un roman, entre guillemets, de science-fiction, puisque ça parle de quelque chose qui n'existera probablement pas avant 50 ou 100 ans. Mais ce n'est pas du tout un roman de science-fiction. Et c'est à la fois un roman d'anticipation et une enquête, et en même temps un roman d'amour, et j'adore transgresser les codes. Ben, on espère que vous allez continuer à les transgresser longtemps pour nous, à sortir des cases, comme vous le dites, parce que, en tout cas, le public est au rendez-vous. Et peu importe la critique, nous, ici à Saint-Maur, je pense qu'on est super contents de vous avoir. Et on vous souhaite encore 18 ans de plus, si ce n'est plus, à nous ravir avec vos romans. Merci beaucoup, Marc Lévy, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Bon Merci à vous deux. Merci.